Bon, je vous propose de commencer. On va commencer par un petit préambule. Il y a bien longtemps, un grand sage proclamait « Il faut écrire de la doc, parce que la doc, c'est bien ». Un peu plus tard, le même ajoutait « Il ne faut pas répondre RTFM aux utilisateurs, parce que c'est mal ». Ok, écrire de la doc, c'est bien, répondre à RTFM, c'est mal. Bien que contradictoires, ces deux commandements sont devenus un peu les axiomes de notre relation avec les utilisateurs. Bon, le sage, lui, on l'a retrouvé mort sous les coups d'un admin 6 que le paradoxe avait fait sombrer dans la drogue. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Perrault, je suis aujourd'hui lead de l'équipe Perpetual Deployment à Criteo et anciennement membre de DevTools, l'équipe en charge de la Software Factory de Criteo. Et j'ai à peu près alors maintenant 14 minutes pour troller. Non, pardon, pour partager avec vous un retour d'expérience, c'est comme ça qu'on dit, ouais, c'est comme ça qu'on dit, sur la documentation utilisateur. Donc, sujet d'étude, la Software Factory de Criteo, qui ressemble en gros à ça. Donc, classique, hein, des IDE, Visual Studio pour le C#, IntelliJ pour Java, Scala, des outils de build, Maven, bientôt Gradle. Git et Gerrit pour la code review, donc là on en est à 1200, un petit peu plus de 1200 dépôts Git. Jenkins, là on en est à 4800 jobs. Et à côté de ça, donc pour le déploiement, Perpetual Rundeck pour le déploiement d'un petit peu plus de 800 produits. Et en filigrane, les pratiques qu'on a de build from source, build from end, de release often, le code manifesto, voilà, ce genre de choses. Tout ça, en plus, évidemment, est supporté par une doc de un petit peu plus de 250 pages dans Confluence. Alors, on a essayé de faire les choses bien. Hein. On a des manuels utilisateurs, donc orientés use case, triés par ordre de difficulté. On a des manuels de référence qui vont détailler tous les outils qu'on a, qui sont à la disposition des développeurs, avec toutes les petites commandes, tous les petits flags sympas pour vraiment rentrer dans le détail. On a, sur chacune des pages, on a essayé de suivre le même style d'écriture, on a des snippets de code à copier-coller, etc. Cool. Ben non. Pourtant, chaque jour, sur le channel Slack de l'équipe, on a des discussions du style salut DevTools, j'essaie de récupérer des sources Java Scala de la CI et je me mange un SSH sur Gerrit, permission denied. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de te dire lis la doc ou alors lis la doc. Ouais, non, là j'ai craqué, je lui ai dit écoute, tu lis la doc, parce qu'après tout on s'est cassé les pieds à l'écrire, donc ce serait sympa de la lire. Tant pis, je passe pour le méchant. En fait, non. L'utilisateur, il dit, bah ouais, merci, c'est cool, ça répond à mon problème, parce que ouais, il en manque un morceau. Ouais, RTFM, c'est mal, mais la vérité, c'est que par défaut, la doc, elle n'est pas lue. Non, Benoît, t'exagères, la doc, elle n'est pas lue, parce qu'il y a beaucoup de docs, les cas sont pas toujours les mêmes, c'est difficile de chercher dans Confluence, tout ça. On va faire une FAQ. Non mais les gars, la FAQ non plus, elle n'est pas lue. Hein? Alors, exemple, salut, j'ai un problème sur le job Jenkins, create Jira ticket for mob. Peu importe. Alors, je passe sur le fait qu'en gros, sur la page de garde du job, il y a marqué salut, si jamais il y a un problème, vous allez voir l'autre channel Slack. Donc, je passe. En revanche, je ne passe pas sur, dans la FAQ, la troisième question sur les 12 qu'on ne voit pas là, à l'écran, mais la troisième question, c'est précisément, quand il y a un problème avec ce job, ce n'est pas la peine de poser la question à DevTools, parce qu'on n'a pas la réponse. Ce n'est pas nous qui gérons ce job. Il faut aller voir quelqu'un d'autre. Là, on note aussi que, ok, très bien, pas de souci. La FAQ, ça termine encore en RTFM. Donc, ce n'est pas la solution. Alors, plus fort maintenant. La doc, parfois, elle n'est pas crue. Alors, on avait fait une page de doc sur un petit déclaratif pour le déploiement de notre job Hadoop. Et alors, tout en bas, on a lutté pour déprécier une fonctionnalité qui s'appelait, peu importe, post-deployment. On a lutté pour l'enlever.
On l'a déprécié. Eh bien, c'est pas grave. On a quand même un utilisateur qui a poussé une code review avec l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Et alors lui, en plus, il avait lu la doc. Il a carrément marqué dans son commit message « Post-deployment is supposed to be deprecated ». Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, heureusement, on avait mis un check auto qui lui a filé un -1. C'est pas grave, hein, le mec, on l'a quand même retrouvé sur Slack en nous disant « Salut, j'ai fait une review, j'ai -1, je comprends pas pourquoi. » Ne moquerait pas un petit peu de moi quand même? Ouais, non, post-deployment, comme tu as pu le lire, c'est vraiment vrai. On l'a enlevé, elle est dépréciée. Maintenant, on est censé utiliser des directives explicites. Alors, plus insidieux maintenant. La doc, elle est dupliquée. On avait fait une page de doc sur le déploiement des apps Marathon. On a une procédure assez particulière, enfin, on a une procédure particulière pour déployer en prod des apps sur Marathon. Ben, on s'est retrouvé avec la doc dupliquée. Alors là, j'ai pris 4 copies, mais je suis sûr que si j'avais cherché encore un petit peu dans Confluent, j'aurais trouvé beaucoup plus. Alors, quel est le problème de la duplication de la doc? Ben, c'est le même qu'avec le code, hein, il y a un effet qui se pas cool, c'est que quand on veut la mettre à jour, on est bon pour la mettre à jour partout, sachant qu'en plus, là, on est encore moins outillé qu'avec le code, on a encore moins la possibilité de trouver où sont toutes les copies. La doc est dupliquée, et ça, pour le coup, c'est mal. Dernier point là-dessus, sur un peu la critique de la doc. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Enfin, moi, c'est ce que je retiens après 2 ans de DevTools. C'est la doc, elle n'est jamais assez bien écrite. Là, la première page, le Getting Started de la CI Java Scala. On s'attend à ce que les mecs qui commencent à lire ça, ils se disent, ils ont un minimum de compréhension de Java, quoi. Et qui sont un minimum sympa aussi. Là, la première étape, on a Setup Maven, alors on a une page dédiée, etc. On a quand même un commentaire qui est « Ouais, les mecs, vous avez oublié de dire qu'il fallait installer les JDK. » Ouais, super. Bon, là, moi, j'ai craqué. J'ai ajouté une section. Alors, comme Captain Obvious l'a dit, là, ouais, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'un OS, et ouais, il faut que tu installes Java dessus. Après tout, c'est la page de Java Scala, quoi. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'enrichir la doc, et on trouve des manières habiles, subtiles, de dire à l'utilisateur qu'il faut qu'il lise cette putain de doc. Non, alors moi, ce que je dis, maintenant, c'est non, on arrête. Moi, maintenant, j'essaye d'arrêter d'écrire de la doc. Parce qu'elle n'est pas lue, elle est dupliquée, donc ça pose des problèmes a posteriori. Elle n'est pas crue, donc à quoi ça sert? À la place, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de simplifier mes outils. Imaginez une app de déploiement. Elle a une fonctionnalité, deux fonctionnalités, 2 actions fondamentales qui sont le déploiement et le rollback, classique. Notre app, là, c'est un peu la dernière sentinelle avant la production. Donc, comme on ne veut pas qu'il se passe n'importe quoi sur notre prod, si elle voit qu'il y a un problème au moment du déploiement, par exemple là de la version V6, elle va faire le rollback toute seule. Automatiquement, hop, on va repasser le plus vite possible. Elle va le détecter, on est automatique, on est SRE, donc on automatise. On va repasser dans une version qui marchait. On fait un rollback. Super. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le premier déploiement qui déconne? On rollback vers quoi? On ne sait pas. Alors, quelle bonne idée. On va demander à l'utilisateur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, tu demandes un rollback, mais il faut que je fasse un rollback, mais il n'y avait rien avant. Tu peux me dire la version que tu veux mettre? Ça, c'était avant. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas quoi faire, en fait, juste dans cette situation-là. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va documenter. Alors là, ça a été pire. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va redocumenter plus. Non, ça n'a pas marché. Donc là, aujourd'hui, on a supprimé la fonctionnalité. Donc quand c'est le premier échec de déploiement, on ne fait pas le rollback. C'est pas grave. C'est juste, c'est pas la peine d'avoir une fonctionnalité qui génère de la frustration et de la complexité. Si on est capable de s'en passer, il faut s'en passer. Alors, sur cet exemple-là, c'est trivial. On se dit, oui, évidemment. Combien de fonctionnalités vous avez dans vos outils qui sont
en réalité complètement superflues ou complètement alambiquées que seul vous comprenez. Nous, on en a quelques-unes qu'on essaye de tuer progressivement. Autre idée, essayer de distiller l'information. Alors, pareil, cette table de déploiement, là, il n'y a encore pas si longtemps, elle affichait sur un échec, échec, allez voir vos logs dans Mesos. Et alors là, sur Slack, on avait les devs qui avaient poussé leur app dans Marathon, qui disent mais c'est quoi Mesos? Je sais pas, tu déploies sur Marathon, tu es quand même un petit peu censé savoir que Marathon c'est au-dessus de Mesos. Non. Ok, d'accord, très bien. Donc laisse tomber, c'est pas grave. À la place, on va t'afficher un lien directement vers ta sandbox Mesos, et dans laquelle tu vas pouvoir trouver tes logs applicatifs. Donc, on a fait ça au prix d'un truc un petit peu pas très joli, donc à base d'heuristiques, d'analyse des logs, des événements que Marathon voulait bien nous renvoyer, parce que Marathon il a la bonne idée de ne pas nous donner toutes les informations nécessaires pour trouver le lien vers les logs non plus. Mais on l'a fait, c'est pas joli, mais on l'a fait, et maintenant on n'a plus de questions là-dessus. Les gens ils cliquent sur Application Logs et ils obtiennent tout ce qui a été généré sans souci. Autre idée, pensez aux UI dédiés. Alors, nous, pour la description des confs marathons, on utilise un petit DSL en Python. Alors, c'est super. Ça fait triper les gens qui aiment bien faire du Python. Ça fait triper les gens qui aiment bien écrire des générateurs. J'en fais partie. Donc, je trouve ça super. Donc, c'est une très bonne UI pour moi. Et puis, pour quelques autres barbus. Je ne suis pas barbu. Mais la réalité, c'est que dans la R&D, il y a des gens qui aiment bien lire des manuels de 15 km de long et écrire des constructeurs qui sont à peu près aussi grands. Mais il y en a d'autres, ils sont beaucoup mieux avec juste une UI. Et en plus, ils nous le disent. Ils nous disent, oui, mais vous êtes sympa avec vos déclaratifs, il faut que j'installe Python sur mon Windows, il y a 15 manières de l'installer, par défaut, il n'embarque pas Virtualenv, enfin, ça me saoule. Alors que quand je me connecte sur Marathon, je peux directement et explicitement décrire mon app, décrire mon health check, et je n'ai pas besoin de savoir du tout comment est-ce que je dois le sérialiser en JSON ou le réécrire en Python, je m'en fous. Voilà. Ouais, ça c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir. C'est pour tous ceux que ça n'intéresse pas d'écrire des grands constructeurs et de les tuner dans du Python. Ça vaut peut-être le coup de faire une petite UI web. Après tout, ça coûte pas grand-chose à développer maintenant en 2 cuillères à peau. On sort de l'Angular, du Polymer, n'importe quoi. On refait cette UI-là, on l'adapte un petit peu à nos besoins et on rend heureux tous nos utilisateurs qui n'ont pas envie de faire du code pour décrire leur app. Dernier point, supprimer les exceptions. Alors, un exemple, les hotfix. On a déployé un truc en prod, ça marche pas, vite, faire un hotfix, comment on fait? T'inquiète pas, on a plein de docs dessus. On a plein de docs dessus, et puis on a en plus un pipeline dédié dans Jenkins. Alors, faut pas se gourer, parce qu'il faut uploader un fichier JSON dans lequel il y a des SHA-1. Alors, faut faire gaffe, parce que si en plus... Non, ok, laisse tomber. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de faire des hotfix. C'est une propale. On arrête de faire des hotfix. On fait des fixes. On va builder plus souvent, on va reliser plus souvent, et on n'a plus besoin de faire de hotfix. Si en prod, systématiquement, c'est la head, votre hotfix, c'est un fixe que vous allez pouvoir compiler, builder, intégrer en 20 minutes, et vous allez pouvoir le déployer dans la foulée. Voilà. Pas besoin de hotfix. Fixe. Donc le takeaway, c'est ça. D'accord? La documentation, ça réduit la charge opérationnelle. Mais elle a un coût. Elle a un coût d'entrée et surtout, elle a un coût de maintenance. Quand vous l'écrivez, la doc, et quand vous arrivez à 250 pages de doc, prenez du recul. Posez-vous la question, est-ce que c'est pas parce que c'est trop compliqué? Si vous avez besoin d'expliquer quelque chose, c'est probablement que vous pouvez encore le simplifier. C'est tout pour moi. Je vous remercie.